Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de Ça vient des RH en pleine rentrée. Nous enregistrons cet épisode durant le mois de septembre et bien sûr, qui dit rentrée du mois de septembre dit actualité des ressources humaines. Et nous sommes donc ravis d'accueillir pour ce nouvel épisode Laure Girardot, que je vais laisser le soin de se présenter. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Moi, je suis journaliste indépendante sur les sujets RH. Je travaille notamment avec Welcome to the Jungle, Madines, et puis le Figaro Emploi. Et puis, accessoirement, j'ai 41 ans et je suis maman de 2 enfants. Voilà. Et puis, bien sûr, on est accompagné naturellement de Claire et Pierre qu'on ne présente plus, qui sont là. Exactement, on ne se présente plus maintenant. Donc, pour cet épisode de la rentrée, l'idée, c'est qu'on a pu identifier certaines thématiques qu'on trouvait intéressantes, qu'on a mis, parce que gros budget pour cette rentrée, des petits papiers dans un verre. On s'est dit, on investit tout dessus. Et donc, l'idée, c'est de faire un peu de pick and choose de thématiques et de les traiter, de les parler, soit en partageant des chiffres ou en partageant des retours d'expérience. On sera parfois d'accord, parfois en désaccord, mais c'est ce qui fait finalement le charme de nos épisodes. Et je te propose, Laure, de commencer tout de suite en tirant un petit morceau de papier. Suspense. Attention, roulement de tambour. Faudrait qu'on achète. J'ai l'impression d'être dans mode. Oui, c'est vrai. Mais je crois on pourrait mettre un peu des effets comme ça. On investit. Alors, l'intelligence artificielle. Alors, je ne sais pas si ça va plaire à tout le monde. L'intelligence artificielle, c'est les backstage là. Comment s'attaquera-t-elle aux ressources humaines? Alors, Qui prend la main? À qui je passe le relais? Tu peux démarrer si tu veux. écoute, n'hésite pas à faire part de qu'est-ce que tu en penses sur cette partie. Est-ce que tu penses que oui, ça prend le pas ou pas le pas? Est-ce que tu trouves que c'est une thématique qui est peut-être excessivement discutée pour des effets relatifs? Bon, après, moi j'ai un peu une vision globale. Je trouve que c'est un petit peu surmédiatisé aujourd'hui. On parle énormément d'intelligence artificielle. Moi j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on entend par intelligence artificielle? Est-ce qu'on parle de ChatGPT, donc qui est de la générative de conversationnel? Est-ce qu'on parle d'une IA qui est basique, plus traditionnelle? Donc déjà, il faut poser le cadre. Et puis en termes de RH, finalement... voilà, je vais sortir j'ai vu un chiffre qui est intéressant. Finalement, il n'y a que 13% des DRH qui utilisent de l'IA. Donc, encore une fois, quelle IA? Je ne sais pas, mais en tout cas, de l'IA dans ces processus RH. Dans tous les processus ou dans certains de ces processus? C'est une vision d'ensemble. Donc, je ne sais pas. Oui, c'était pas détaillé. Je pense que c'est plus certains processus. Et donc, on en revient à la question, effectivement, peut-être de la gadgetisation de l'IA. C'est-à-dire, est-ce qu'on met de l'IA pour améliorer les processus RH de manière globale avec une vraie vision un petit peu de transformation digitale, améliorer le recrutement, la mobilité, donc vraiment une vision globale, et ça peut être intéressant. Ou on se fait plaisir, on teste. Bon, après, on peut être dans l'itératif, mais néanmoins, est-ce qu'on ne passe pas à côté du vrai objectif de l'IA qui est de dire c'est pour améliorer les choses, être plus opérationnel, être plus focus sur de l'humain. Voilà. Je sais pas. Donc moi, je pose plus des questions. Non, mais t'as raison. Et alors, est-ce que vous le voyez l'IA? Parce que vous êtes très IA tous les deux. Ouais, alors moi, je trouve qu'on utilise pas mal les IA, mais pas vraiment dans notre job, les chatbots et ce genre de choses. Nous, on est souvent en contact avec de l'IA. C'est une forme d'IA. Je pense que parler à un chatbot quand tu es sur justement le site d'Alan pour gérer l'entièreté de ton processus, c'est une forme d'IA. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de ChatGPT, mais en l'occurrence, moi, je l'utilise parce que ça me fait marrer et parce que ça me fait gagner du temps quand je rédige certains courriers, parce que ça, c'est plutôt bien fichu pour le coup. Je trouve que ça fait vraiment gagner du temps, mais ça remplace pas évidemment un juriste ou un avocat en social, mais je pense que c'est intéressant de ce point de vue-là. Après, tout ce qui est digitalisation de nos process, moi je trouve qu'on est quand même on traite de l'humain, dirons-nous, et si on commence à mettre un chatbot pour nos salariés, afin qu'ils nous posent des questions, mettons, sur leur paye ou leur congé payé. Peut-être qu'on y viendra, mais dans ce cas, on aura perdu un petit peu la fonction... je ne sais pas ce que tu en penses, Julien, tu as l'air d'acquiescer. Non, mais c'est une très bonne... Parce qu'en fait, en regardant effectivement la littérature autour de l'IA et des RH, ce que tu viens de dire là, c'est exactement ce qu'ils prédisent. C'est-à-dire, c'est d'avoir un espèce d'outil qui va pouvoir traiter les premières questions juridiques. Alors, on pourrait se dire, spontanément, c'est formidable parce que l'IA, tu parles à une machine. Enfin, je pense que n'importe quel RH qui écoute l'épisode sait que parfois, le juridique, on modère. C'est-à-dire, on n'est pas dans les règles parfaitement. Donc, demain, ça va donner des rapports quand même méga tendus parce qu'il est capable de vous dire non seulement, évidemment, le texte sur lequel il s'appuie, et quasiment de sortir de la jurisprudence. Donc, t'imagines le salarié. Est-ce que mon employeur a le droit de faire ça? Ton IA, elle va te répondre. Mais je me dis, mais quelle entreprise qui va accepter un truc pareil?
Moi, j'y crois pas trop. Je pense que c'est très, très engageant pour la part de l'entreprise. Donc, je peux comprendre effectivement le côté chatbot, intégration, process. Je te rejoins pour moi complètement. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire finalement in fine des RH ? Moi, j'avoue que je suis de plus en plus perplexe sur l'avenir du machin parce que je trouve que c'est mettre des robots et mettre des robots et mettre des robots et mettre des robots. Et alors, l'excuse qu'on va sortir, c'est pour mettre les RH au cœur de l'humain, l'organisation, au cœur de l'organisation. Tu sais ce qu'ils font moi, maintenant, je suis dubitatif. Il y a des postes, maintenant, c'est assez marrant, où ils détachent vraiment le côté RH pur, donc paye, légal, du RH de développement, où finalement, pour la partie développement, ils cherchent même plus forcément des RH. Et ça, c'est vachement donc, intéressant. Si on remplace pour moi, ça, c'est des l'avenir. chatbots sur la partie juridique, pas le contentieux, mais les premières couches, plus les congés payés, plus la paye, plus machin, plus tout ce qui a à faire à l'admin, et du coup, on pourra filer ce job de développement à des managers plus opérationnels ou des fonctions plus transverses dans l'entreprise qui ne sont pas des RH. Et pour voir justement, pour discuter aussi avec des freelances qui ont justement ce management de transition, de plus en plus d'entreprises s'essayent aussi à ce modèle un peu particulier. Et j'ai vu ça et j'étais surprise et je me dis OK. Chez c'est hyper intéressant. Je crois, ils font Déborah, j'ai oublié son nom. Déborah, si tu nous écoutes, n'hésite pas. Non, mais elle a développé une décentralisation en fait, notamment du processus de recrutement auprès des opérationnels. Ils sont que 2 en fait recruteurs et tout est décentralisé. Donc après, on est pour ou contre, mais c'est intéressant cette tendance effectivement. À se décharger finalement des tâches. Mais en fait, juste pour revenir sur ce que tu disais sur le chatbot qui répond aux collaborateurs. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas. C'est le chatbot qui va répondre au RH pour l'aider justement dans sa réponse. Alors là, dans ce que j'ai vu, c'était pas vraiment ça, dans ce que j'ai lu de papier. Mais c'est pas forcément une réponse directe aux collaborateurs, parce que là, effectivement, il y a un vrai sujet, parce que tout est dans la modération, il faut faire attention. C'est ça le point. Ouais. Mais il faut peut-être plus voir ça comme un exosquelette du cerveau, je dirais. Ah oui. Une aide qui permet d'améliorer ce que tu fais. Je dis pas que c'est bien, encore une fois. Je dis juste que voilà, j'essaie de me projeter. Et notamment dans le recrutement, c'est ce qu'on voit. En fait, il y a pas mal de tâches de recrutement qui peuvent être aspirées notamment par ChatGPT. Des tâches un peu basiques de fiches de poste, de messages, etc. C'est pas parfait. Des prompts, ils sont jamais parfaits, mais néanmoins, ça peut aider. Ça permet d'avancer plus vite. Oui. Voilà. Alors après, on est encore, moi aussi, ça me fait marrer, ChatGPT, donc on est encore en train d'essayer des trucs. Même moi, en tant que journaliste, parfois, je dis, tiens, 2-3 questions un peu pertinentes sur un truc. Voilà. Mais c'est peut-être comme ça qu'il faut le voir. Pas genre, ça va remplacer mon job, mais plus, voilà, comment ça va l'améliorer. Et encore une fois, c'est des vrais jobs de prompt engineering. Donc, on est vraiment aux prémices. Oui, aux donc, prémices. Ouais, ça fait quand même... on est quand même vraiment aux prémices. C'est quand même présenté comme un gadget. Enfin, à mon sens, en tout cas. Pour le coup, moi, je fais partie des 87% qui n'utilisent pas l'IA dans les ressources humaines. Et juste pour finir sur c'est pas un détail, mais un échange que j'ai eu avec Thomas Vergniaud, qui est à la tête de Wellcode. En fait, c'est une école de recrutement tech. Et il a une formation spécifique sur ChatGPT pour les recruteurs. Alors, moi, je n'ai pas participé à cette formation. Néanmoins, je l'ai interviewé et je trouvais ça intéressant parce qu'il me disait, au-delà de l'outil, il y a des nouveaux postes qui se créent, justement de prompt engineering au sein de l'entreprise, transversaux. En fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que demain, tu vas avoir quelqu'un dans ton entreprise qui sera le roi de ChatGPT et qui va pouvoir t'aider pour un process RH, qui va pouvoir t'aider pour ton process, je sais pas, tout autre process, logistique, marketing, etc. Donc, ça va au-delà même de l'outil. C'est-à-dire qu'on est dans une vague de réorganisation d'entreprise totale. Et donc, ça revient à la stratégie de départ. Donc, je sais que c'est des propos un petit peu peut-être pompeux. Non, mais on fera un épisode sur l'IA avec des styles. Voilà, on va pas m'étaler, mais je voulais finir là-dessus. Mais tu as bien fait, tu as bien fait. Pierre, sujet numéro... On part déjà fort. Il faut dire ce qui est. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Finalement. C'est de la reconnaissance personnelle. Oula, qui a écrit. Ah, du coup, je connais la question. Le taux d'absentéisme a atteint 5,3% en hausse de 9,2% versus 2022. Oui. J'ai pas trop compris. En gros, il est en augmentation. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est pas bien. Voilà, c'est ça. Et versus Pierre. C'est pas drôle d'ailleurs. Mais...
Qu'est-ce que tu penses du taux d'absentéisme ? Alors, un avis pas forcément ou pas forcément le chiffre, sujet qui est abordé chez moi. C'est peut-être pas un enjeu. C'est pas un enjeu. Ouais, c'est pas un enjeu. Donc du coup, c'est un peu pas compliqué, mais du coup, j'ai pas forcément beaucoup d'avis là-dessus. Je sais pas si tu partages ou. Alors, c'est pas forcément un enjeu, mais je le vois, notamment du coup via cette fameuse étude là dont je vous ai parlé tout à l'heure, où en fait on se rend compte que les cadres sont de plus en plus stressés au travail, notamment parce que ont du mal à avoir une déconnexion par rapport à leur job. Il y a une nouvelle génération aussi qui a à cœur de trouver plus de sens et de sortir un petit peu de ce tout travail. On parle de plus en plus des semaines de 4 jours, de ces congés illimités. Enfin, il y a toute une vague où la valeur travail est en train de se transformer et s'accompagne beaucoup, je trouve, d'arrêts de travail, mais des arrêts de travail assez longs pour le coup, notamment sur du burn-out. Et ça, je trouve qu'on est tous touchés dans tous les secteurs et à tous les niveaux, et que on a très souvent des salariés qui s'arrêtent parce qu'ils sont pas bien et qu'ils ont besoin, mais qui ne reviennent pas d'ailleurs dans l'entreprise très souvent. Ça finit souvent par des licenciements ou des ruptures conventionnelles. Mais moi, je trouve qu'on n'a pas plus daté qu'avant sur des choses assez classiques. Pour autant, vraiment, sur le burn-out, je trouve que ça a explosé. Alors, moi, je suis comme vous, j'ai vu les chiffres de l'augmentation de l'absentéisme, du taux d'absentéisme, pardon. Effectivement, ce qui ressort, c'est que les raisons sont souvent psy. Ça fait partie les raisons psychologiques font partie des 3 facteurs principaux. Et ce sont des arrêts longs, donc c'est, je crois, 33 jours en moyenne, ce que j'avais vu dans une enquête. Parce que moi, les arrêts très longs, ils sont pas tant que ça en fait. Ah ouais. Je ne sais pas, mais en tout cas, les raisons sont psy, mais je ne sais pas s'ils sont nombreux. En tout cas, c'est 33 jours, c'est quand même, ça me paraît long. C'est beaucoup. Ça me paraît long, donc ça coûte cher. Il y a quand même un enjeu là-dessus. Après, tu parlais de sens, et c'est vrai que au-delà de comment on traite l'absentéisme, c'est franchement hyper complexe comme sujet. Même quand on traite dans des articles, il faut interviewer plein de personnes parce que c'est vraiment quelque chose de systémique. Mais le sujet du sens, il est intéressant et parfois je trouve qu'on le creuse pas assez. Et il y a une personne qui a écrit sur le sens au travail, c'est Thomas Coutreau. Je ne sais pas si vous le connaissez. Non. Et il décortique la notion de sens. Alors, il parle d'utilité sociale ou d'utilité. Est-ce que je suis utile dans mon travail ? Donc, questionner ça. Est-ce que je me développe, moi, en tant que personne, donc mes compétences, mobilité, etc. Et la cohérence éthique. Et ça, on en parle pas mal aussi. Une chose qui est complètement dissonant avec mes valeurs, c'est un grand terme, mais même... des petites actions au quotidien en tant que manager. Christophe Dejour en parlait très bien, un peu la pression en tant que manager de proximité, comment je vis ça. Et pourquoi je dis ça, c'est que peut-être que ça serait intéressant de creuser sur ces 3 notions dans l'entreprise. Je ne sais pas comment, je ne suis pas des RH, je vous pose le sujet là. Débrouillez-vous si vous écoutez. Merci. Mais souvent on dit il faut plus de sens, la génération Z, elle est machin... Oui, mais concrètement, ça veut dire quoi, en fait ? Et puis, on est tellement tous différents par rapport à nos drivers. Donc, voilà, peut-être que décortiquer un peu tout ça, ça pourrait être une piste de réflexion. Je ne sais pas, mais... Voilà. Alors, oui, effectivement, je pense que ça fait partie vraiment des sujets qui sont un peu des marottes. Moi, je trouve que c'est un bon lien avec le sujet précédent. C'est-à-dire que plus il y a de l'outil, plus finalement, ça ne semble pas tant résoudre les problématiques de bien-être, en tout cas d'épanouissement sur le travail. Donc, je trouve que ça interroge. Ça interroge aussi, puisqu'on s'aperçoit que les cadres qui avant, jusqu'à une période relativement récente, avaient un taux d'absentéisme bas, désormais, ils augmentent plus que les autres. Des secteurs qui, historiquement, comme la finance, l'assurance, étaient quand même assez couverts, là aussi, ça augmente. On s'aperçoit aussi en France, parce qu'on y émet notamment le congé paternité, il faut quand même le savoir, parce qu'on parle d'absentéisme, donc c'est dedans, et donc maintenant les hommes utilisent aussi les congés. On s'aperçoit, par exemple, qu'en termes d'accidents de travail, ça représente relativement peu, mais... la France est l'un des plus mauvais élèves sur la scène européenne. Donc, alors peut-être qu'on a des métiers plus pénibles, mais enfin, je vois pas pourquoi on aurait des métiers plus difficiles, plus pénibles qu'en Allemagne ou en Angleterre. Ça me laisse quand même un peu perplexe. Donc, on est quand même un mauvais élève sur ça. En revanche, de manière non traditionnelle, le jour où le taux d'absentéisme est le plus élevé, c'est le vendredi. Donc ça interroge aussi, c'est pas un mardi, c'est pas un mercredi, c'est pas un jeudi, c'est le nombre de jours qui est le plus utilisé. Et en fait, quand on regarde, 4% des arrêts dépassent les 90 jours, c'est-à-dire les très longs, c'est 90, et plus de la moitié, c'est moins d'une semaine.
Est-ce que tu penses pas qu'aussi le présentéisme un peu à la française, tu sais, le fait de devoir être vu dans les bureaux sur des journées assez longues, ce qui est assez différent dans d'autres pays européens, notamment ce qui pourrait expliquer ce décalage de se dire, il y a des pays, notamment dans les Nordiques, où à 17h, tu as fini ta journée. Alors, ça veut pas dire qu'il y en a qui sont plus déconnectés que d'autres ou que nous, mais j'ai le sentiment aussi qu'en France, on attend aussi beaucoup que les gens soient là. Tu vois, et notamment sur la question du télétravail ou ce genre de choses, on attend que le salarié il soit là sur des horaires particuliers. Alors moi, je crois pas beaucoup, tu viens quand tu veux, mais en même temps, nous, on est beaucoup plus cadrés aussi et on est beaucoup plus accompagnés d'un point de vue de santé. Qu'on voit aussi dans les chiffres, c'est que le taux d'absentéisme, par exemple, quand tu es en CDD, il est très bas. Alors qu'en CDI, il est beaucoup plus élevé. On sait aussi que le traitement social en France, il est bien plus favorable que dans les autres pays. Et donc, ce qui fait que tu n'as pas de déperdition financière aussi. Tous ces sujets-là sont naturellement à mettre dans la balance. On est le pays qui a le plus de congés payés. Comme quoi, se dire que ça ne résout pas. Tu as beau donner ou administrer des congés payés, tu as beau travailler sur le télétravail. Le télétravail, il y a plus de télétravail maintenant qu'il y a 10 ans. Et malgré tout, ce qu'on dit dans les chiffres, c'est le taux d'absentéisme ne cesse d'augmenter. Donc, ça veut bien dire que le sujet, il n'est pas là. Et les cadres même qui sont bien plus bénéficiaires du télétravail te disent mais de toute façon nous-mêmes on vient pas. Donc je veux dire, ça veut dire que le truc on le prend pas dans le bon sens. Pour toi c'est un désengagement, c'est de trop de stress, d'ailleurs même. Qu'est-ce que tu penses du taux d'absentéisme? Alors, un avis pas forcément ou pas forcément le chiffre, sujet qui est abordé chez moi. C'est peut-être pas un enjeu. C'est pas un enjeu. Ouais, c'est pas un enjeu. Donc du coup, c'est un peu pas compliqué, mais du coup, j'ai pas forcément beaucoup d'avis là-dessus. Je sais pas si tu partages ou. Alors, c'est pas forcément un enjeu, mais je le vois, notamment du coup via cette fameuse étude-là dont je vous ai parlé tout à l'heure, où en fait on se rend compte que les cadres sont de plus en plus stressés au travail, notamment parce qu'ils ont du mal à avoir une déconnexion par rapport à leur job. Il y a une nouvelle génération aussi qui a à cœur de trouver plus de sens et de sortir un petit peu de ce tout travail. On parle de plus en plus des semaines de 4 jours, de ces congés illimité. Enfin, il y a toute une vague où la valeur travail est en train de se transformer et s'accompagne beaucoup, je trouve, d'arrêts de travail, mais des arrêts de travail assez longs pour le coup, notamment sur du burn-out. Et ça, j'en vois. Je trouve qu'on est tous touchés dans tous les secteurs et à tous les niveaux, et que on a très souvent des salariés qui s'arrêtent parce qu'ils sont pas bien. Il y a je trouve que, en tout cas, moi, quand on travaille sur des politiques de télétravail, quand on travaille sur des politiques d'absentéisme, moi j'étais dans une activité qui était transport, on challengeait, mais ça devenait des indicateurs pour des indicateurs. Donc il fallait vérifier combien il y avait par service, combien il y avait par département. On avait toujours la même chose qui était les fameux contrôles de la sécurité sociale pour vérifier, qui est un espèce de grand classique chez les RH. Donc ça, évidemment, on est en train de perdre Pierre, je pense. Ça va, Pierre? Un petit verre d'eau, peut-être? La sécurité sociale, c'est... Ouais, c'est ça. C'est pas de la vodka, parce que d'habitude, il prend. Mais là, c'est vrai que c'est un peu étonnant. Je sais pas ce que j'ai, je vais peut-être... Donc, après, on a évidemment des secteurs qui sont plus importants que d'autres, comme l'hôtellerie, comme la restauration, où c'est bien plus important. Mais c'est vrai que la manière dont c'est traité en France, historiquement, on a un contrôle un peu plus en flicage, mais parce qu'il y a un rapport très hiérarchique, mais qui transcende un peu tout le reste, c'est vrai. Quand on a des vrais sujets de dysfonctionnement, par exemple, de management, désolé, mais on a du mal à les traiter. Donc, on va préférer laisser un manager alors qu'on sait qu'il y a des taux d'absentéisme très élevés. Moi, j'ai du mal à croire qu'il n'y a pas un lien de causalité. Quand tu as un taux d'absentéisme de 10% dans un service, que dans tous les autres, tu as 3%, et qu'on te dit que le manager est dysfonctionnant, eh bien non, encore une fois, on est très loin de sortir le manager qui ne va pas. C'est pas vrai. Donc, ton taux d'absentéisme, il ne va pas forcément diminuer. C'est ça qui... Je trouve qu'en France, on a cette fascinante capacité d'avoir les indicateurs. On sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et par un phénomène miraculeux, on trouve une solution qui n'a rien à voir avec la choucroute. Oui, parce qu'en soi, c'est multifactoriel et on ne creuse pas non plus les raisons. On n'a pas envie de creuser toujours. C'est ça, parce que ça fait remettre en cause. Au final, on sait que ça augmente, mais tu vois, là, on est tous en train de faire des suppositions sur... et je pense que chacun a raison dans sa façon. Je pense que c'est une combinaison de plein de facteurs. Et au final, on se rend compte que personne n'a vraiment le résultat d'un point de vue chiffré, quoi.